Notre invité politique ce matin, c'est François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député La République En Marche de Loire-Atlantique. Vous êtes également le président de la commission spéciale à l'Assemblée nationale sur la loi séparatisme, la loi confortant les principes républicains, et vous êtes ancien ministre de la transition écologique. Beaucoup d'actualités avec vous aujourd'hui. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour François. Bonjour. On commence par la crise sanitaire et ce vote hier de l'Assemblée nationale qui a donc voté jusqu'au 1er juin la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, et ce le jour même où Olivier Véran dit que finalement un reconfinement ne sera peut-être pas nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas là un signal contradictoire qui est envoyé? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu écouter le Sénat, aller uniquement jusqu'au mois de mai et refaire discuter le Parlement à ce moment-là? Non, je crois qu'il est bon que nous adaptions le cadre juridique dans lequel nous travaillons pour gérer cette crise, et qui évidemment, ce cadre juridique, personne ne pouvait prévoir qu'un jour nous devrions faire face à une crise sanitaire de ce type. Donc le cadre juridique n'est pas adapté, et c'est pour ça qu'il faut voter une loi. Vous savez d'ailleurs que le gouvernement avait envisagé d'avoir une loi qui durablement permette de faire face à la crise. Personnellement, j'aurais préféré d'ailleurs que l'on ait ce cadre durable, plutôt que d'être obligé de revoter tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Bon, c'est plutôt d'ailleurs à la demande d'un certain nombre de parlementaires de l'opposition que le gouvernement a finalement préféré ces votes réguliers. On ne va pas revoter la même chose tous les mois ou tous les 3 mois, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est qu'on puisse prendre des mesures rapidement quand c'est nécessaire, et pour cela, il faut un cadre juridique qui soit efficace. Mais vous entendez ce que disent sénateurs et certains députés, c'est que vous avez été un ancien président de l'Assemblée nationale, c'est que le Parlement n'est pas suffisamment consulté sur ce sujet de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il y a deux choses différentes. Au jour le jour, c'est normal que ce soit le gouvernement qui dirige les services de l'État, qui prennent les décisions et qui les prennent rapidement. C'est ce que souhaite tout le monde, pas simplement les élus. Je pense que les Français souhaitent qu'on puisse faire face rapidement à la crise sanitaire. On voit bien qu'on suit au jour le jour, semaine après semaine, l'évolution du nombre d'hospitalisations. Si on voit par exemple qu'il y a un risque d'hôpitaux débordés, il faut prendre des mesures rapidement. On ne peut pas dans ces cas-là enclencher un processus législatif. Ce serait beaucoup trop long. Et puis par ailleurs, il y a la question de l'adaptation de notre cadre juridique. Et ça, je pense que dans beaucoup de domaines, dans un autre domaine, celui du télétravail, tout le monde sait que le télétravail, c'est une des solutions pour réduire les contacts et donc réduire les risques de contamination. Eh bien aujourd'hui, le cadre juridique français ne permet pas d'obliger les entreprises à faire le télétravail. Si un employeur ne veut pas faire du télétravail, on ne peut pas l'imposer. Si un salarié d'ailleurs ne veut pas faire du télétravail dans son entreprise, sauf à ce qu'il y ait un accord, etc., etc. Bon, eh bien ça, peut-être que ce sont des choses qu'il va falloir adapter dans la loi, et ça, c'est le travail du Parlement. On va parler d'un autre sujet sur lequel le gouvernement a fait des annonces hier, c'est le sujet des violences sexuelles. Éric Dupond-Moretti et Adrien Taquet, hier soir, se sont dit favorables à ce que tout acte de pénétration sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans soit désormais considéré comme un crime. Il y a beaucoup de textes au Parlement qui sont examinés en ce moment, dont un d'une députée socialiste qui sera examiné à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Est-ce que la majorité doit voter ce texte? En tout cas, voilà un exemple où il y a un travail parlementaire depuis des années. Ça a commencé évidemment en 2017 pour la majorité actuelle, mais il y avait déjà eu des propositions de loi, des avancées législatives sous des précédents mandats. Un travail à l'Assemblée comme au Sénat. D'ailleurs, le Sénat avait été fortement critiqué, brocardé d'ailleurs sur les réseaux sociaux il y a encore 2 semaines, je crois. Sans doute un peu à tort, parce que évidemment, on peut prendre les choses sous un angle ou sous un autre. Ce sont des sujets difficiles, délicats. Ce qui compte, c'est de faire avancer nos lois pour davantage protéger les enfants et les adolescents. Pour qu'on le rappelle, pour que ça soit clair, le Sénat qui a voté une proposition de loi Billon, du nom de la sénatrice Annie Billon, qui criminalise la relation à l'âge de 13 ans. Pour vous, c'était un bon texte ? En tout cas, on voit bien que et le Sénat, et l'Assemblée nationale, et le gouvernement travaillent avec les associations, avec des victimes, pour améliorer notre arsenal juridique qui, aujourd'hui, n'était pas efficace, pas toujours efficace, pour protéger, encore une fois, les enfants, les adolescents, face aux agressions sexuelles, parce que ce sont des agressions de différents niveaux, et le code pénal, le traitement par la justice a évolué et doit encore évoluer pour que la parole de l'enfant ou de l'adolescent, parfois devenu adulte des années après, puisse être entendue, puisse être traitée judiciairement, et que les éventuels coupables soient évidemment condamnés et qu'ils n'échappent pas à la justice. Donc c'est des changements assez importants que, encore une fois, les sénateurs, les députés et le gouvernement
veulent maintenant voter. Et du coup, vous voterez cette proposition de loi d'Isabelle Santiago jeudi prochain ? Nous allons voir, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons toujours été ouverts à un travail, comme on dit parfois, transpartisan. C'est pas la question de la majorité ou de l'opposition, de la République En Marche, du Parti Socialiste, des Républicains. Si on peut se rassembler sur ces sujets, tant mieux, on l'a fait sur les violences dit il faut aller faites vite aux sur femmes. Ces sujets. Est-ce que pourquoi ne pas voter les textes de l'opposition qui existent ? Mais encore une fois, nous allons voir, le gouvernement a fait un travail. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dit qu'il avait consulté un certain nombre de gens. Et d'ailleurs, il n'a pas fait des grandes annonces je vais consulter, je vais réunir tout le monde. Il l'a fait. Et ensuite, il a dit, voilà, ce travail nous permet d'envisager des changements importants de la loi, parce que ce qui est envisagé, ce sont des changements très importants sur, encore une fois, la protection des jeunes de moins de 15 ans. Il faut se souvenir d'une affaire qui avait défrayé la chronique il y a quelques années, où un tribunal avait dit, bah non, finalement, pour une jeune de 14 ans, je crois, on ne peut pas parler de viol, etc. Et même, on avait dit, on peut considérer qu'il y a eu un consentement et autres, alors que, par ailleurs, le discernement d'un adolescent, d'une adolescente de moins de 15 ans est quand même, on le sait, souvent sous l'emprise d'un adulte. Vous êtes pour une pénalisation spécifique de l'inceste et une imprescriptibilité ? Sur l'imprescriptibilité, je crois qu'il faut il faut vraiment faire les choses avec beaucoup de... on a eu une réflexion à l'Assemblée dans le précédent mandat, on a changé les règles. Sur les règles de prescriptibilité. On a rallongé les délais, dans tous les domaines d'ailleurs. Sur les questions des violences sexuelles, et notamment sur les enfants, il y a déjà des délais importants, puisqu'on considère que ça ne commence qu'après 18 ans, etc. Parfois, il y a la question de la révélation des faits, etc. Donc, il y a différentes règles qui ont déjà permis d'allonger. On peut encore le faire, il faut quand même faire attention. Je sais que c'est pas facile à entendre, évidemment, par des personnes victimes, mais c'est quand même pas toujours évident ensuite pour la justice d'établir des faits 30 ans après, 40 ans après. Donc il faut trouver le bon équilibre. Je crois que la proposition du gouvernement, qui est de dire que lorsqu'il y a des personnes qui commettent des actes sur plusieurs victimes, eh bien, ce soit la prescription par rapport à la dernière victime connue, qui puisse enclencher les enquêtes sur toutes les victimes précédentes. Et ça, c'est extrêmement important. Mesure qui avait d'ailleurs été votée au Sénat. Voilà, et le but, c'est que la justice passe, et la justice, elle passe grâce à ce travail approfondi d'enquête, de police, de juges, de magistrats, puis les tribunaux, et pas sur les réseaux sociaux. Qu'il y ait des révélations sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, encore qu'il faut quand même faire attention aux gens dont les noms sont jetés en pâture, des vindictes qui peuvent être lancés. Et ce n'est pas la justice. La justice, c'est des procédures, donc c'est normal qu'on le fasse en prenant le temps, et y compris ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale. On va parler de la loi climat présentée ce matin en Conseil des ministres, traduction législative d'une partie des propositions de la Convention citoyenne. Est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur des ambitions écologiques du gouvernement, cette loi ? Ce qui est sûr, c'est que c'est une innovation démocratique sans équivalent, déjà dans l'histoire de France, mais en Europe, d'avoir 150 citoyens qui ont été réunis dans une sorte d'assemblée citoyenne pour travailler sur ce sujet du climat. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai lancé quand j'étais ministre. Avec le président de la République, nous n'étions à peu près que les deux seuls à y croire, à cette assemblée citoyenne de citoyens tirés au sort. Nous avons été critiqués de toutes parts d'ailleurs. Évidemment, le résultat n'est pas parfait. Le résultat qui est sorti de cette assemblée citoyenne, la transcription en loi n'est pas facile. Beaucoup de mesures très particulières qui rentrent dans les détails, qui évidemment nécessitent un travail d'évaluation. Donc évidemment, le projet de loi va être critiqué, y compris par les citoyens qui ont participé à l'Assemblée citoyenne, c'est normal. Et en plus, il y a eu la crise sanitaire. La crise sanitaire qui est quand même venue percuter complètement un certain nombre de sujets majeurs de cette Convention citoyenne, à commencer par les transports. Quelle est votre conviction, à vous, écologiste ? Est-ce que ça va assez loin ? Moi, si vous voulez, d'expérience, évidemment qu'on peut toujours dire que ça ne va pas assez loin. Mais ce qui compte, c'est est-ce qu'on traite les problèmes. C'est pas les symboles. Je vois bien qu'un certain nombre de nos opposants, et notamment Europe Écologie Les Verts, ils vont s'agiter sur des symboles. Ils vont dire « Ah, mais telle mesure, elle n'est pas exactement ce que la Convention citoyenne a prévu ». Europe Écologie Les Verts, qui était contre la Convention citoyenne quand nous l'avons créée, qui a dit c'est une manœuvre pour perdre du temps, et puis maintenant qui dit attention, ce qui a été proposé par la Convention citoyenne doit être strictement mis en œuvre dans la loi. Bon, tout ça, c'est de l'agitation. Vous savez, moi j'ai par exemple... C'est de la politique ? Oui, c'est de la mauvaise politique, parce que c'est pas du débat politique de fond sur les enjeux du climat. Moi, j'ai fermé, par exemple, 4 centrales à charbon.
à la demande du président, j'ai enclenché, mis en œuvre, accompagné les territoires pour fermer les 4 dernières centrales à charbon de France. On ne produira plus d'électricité en France par le charbon à partir de 2022. Aucun pays d'Europe n'a fait cela. Dans le monde, ça devrait être la bataille prioritaire de sortir de la production d'électricité par le charbon. Eh bien ça, que ce soit Europe Écologie Les Verts ou que ce soit un certain nombre d'associations, ils considèrent que ça n'est pas intéressant. Écoutez, c'est ça qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas qu'Europe Écologie Les Verts. Une partie des 150 citoyens se disent déçus par le contenu du projet de loi. Première question, est-ce que cette déception ne risque pas de décrédibiliser l'initiative un peu novatrice que vous décriviez tout à l'heure, de consulter des citoyens? Est-ce que cette... C'est, à mon avis, ce qui a posé problème dans le résultat de la Convention citoyenne, déjà la Convention citoyenne, elle a écarté un certain nombre de sujets par avance. C'est son choix. On lui avait laissé vraiment un champ très libre de propositions. Et plutôt que de se saisir très largement de tous les leviers d'action pour le climat, elle a choisi par avance d'en écarter certains, notamment tout ce qui était fiscalité écologique, taxe carbone. Bon, on peut le comprendre parce que c'est pas facile ensuite à assumer devant les autres citoyens, les 67 millions de Français. Pourtant, tout le monde sait que c'est un sujet majeur. Ça aurait été intéressant que les 150 citoyens disent, bah voilà, la fiscalité écologique, c'est jamais agréable de payer les taxes, mais voilà comment on aurait dû le faire. Non, mais elle a écarté un certain nombre de sujets majeurs et donc évidemment ensuite elle s'est beaucoup focalisée sur des points beaucoup plus techniques et beaucoup plus contraignants par la réglementation, la question du logement notamment, mais aller jusqu'à parler de la publicité, d'un certain nombre de choses comme ça, qui aujourd'hui sont percutées par la réalité de la crise sanitaire. Moi, je veux dire, on ne peut pas faire comme si entre l'avant et l'après-crise sanitaire, rien ne changeait. Le secteur des transports est en chute libre. L'aviation, par exemple. Tout le monde a dit « Ah, il faut taxer l'aviation ». Mais l'aviation s'est effondrée. Le transport aérien s'est effondré partout dans le monde, y compris en France. Même le transport ferroviaire, le transport en commun est en baisse. Donc, est-ce que ça, on en tient compte ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? On disait « Non, 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 il faut continuer comme si c'était une sorte de Bible dont il fallait indéfiniment psalmodier ce qui est écrit dedans ». Non, il faut évidemment tenir compte de ce qui se passe dans cette crise. Proposée par la Convention citoyenne, c'était d'interdire les trajets en avion là où le train met moins de 4 heures. Vous n'y êtes pas favorable aujourd'hui? Mais c'est pas une question favorable ou pas favorable. De toute façon, le transport aérien s'est effondré. Aujourd'hui, la question qui est posée partout sur tous les territoires de France, d'Europe et du monde, c'est plutôt de savoir si un jour ça va repartir, si on va pouvoir avoir toujours une industrie aéronautique. Ça, la Convention citoyenne, c'est normal, elle ne s'est pas prononcée là-dessus. Quand elle a travaillé, il n'y avait pas la crise sanitaire. Tous les travaux de la Convention citoyenne ont été finis avant la crise sanitaire. Le rapport a été rendu en juin, mais tout avait été fait avant le mois de mars 2020. Donc moi, je veux bien qu'on dise « Ah non, non, il faut continuer à se focaliser sur l'avion ». Typiquement un symbole, c'est un symbole. C'est pas le sujet pour le climat aujourd'hui. Le sujet pour le climat, tout le monde sait très bien ce que c'est. C'est le chauffage dans les maisons, dans les bureaux, les transports et notamment la voiture, les camions. Voilà, c'est ça les gros sujets d'émissions de CO2. Et dans le reste de l'Europe, la production d'électricité. Là aussi, en France, il faut quand même le dire, nous avons une production d'électricité qui est bas carbone, comme on le dit. Donc, toutes ces choses-là, il faudrait pouvoir les regarder, pas simplement d'ailleurs avec la Convention citoyenne, mais en général, et regarder d'ailleurs nos résultats. Je note d'ailleurs que les associations, certaines environnementalistes ou nos oppositions d'Europe Écologie Les Verts, disent « Ah ben non, la baisse des émissions de CO2 constatée, récurrente, 2018, 2019, ah ben non, ça compte pas. » Mais pourtant, elle est supérieure aux objectifs que l'on s'était fixés. Ça, c'est ça qui est important. C'est les actions qui donnent des résultats. On ne réglemente pas et on n'interdit pas les vols en avion sur des... Mais on peut le faire, mais il n'y en a plus. Mais c'est ridicule. C'est pour l'avenir, c'est une loi. Mais d'accord, mais enfin, attendez, vous croyez que le transport aérien va repartir comme si de rien n'était en 2021 ou en 2022 ? Enfin, c'est complètement absurde de considérer ça. On est engagé dans une transformation du secteur des transports, qui est une transformation durable. D'ailleurs, moi, je me suis battu aussi il y a 2 ans pour la voiture électrique. À l'époque, on me disait non, c'est pas le sujet. Là, les ventes de voitures électriques décollent. Le reste des ventes de voitures baissent.
ce qui d'ailleurs va poser problème évidemment pour l'industrie automobile et les emplois dans l'industrie automobile. Donc c'est tout cela qu'il faut regarder et essayer plutôt d'appuyer les transformations qui vont dans le bon sens que de continuer à se focaliser sur des symboles dont on parlait déjà il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Une dernière question sur cette loi, Christelle. Alors une partie du groupe La République En Marche à l'Assemblée disent attention à ne pas être prise en tenaille justement entre Europe Écologie Les Verts et une partie de la droite qui va dire qu'on va trop loin. Et on a dû remettre en question, comme vous le disiez, certaines mesures qui étaient proposées par la Convention citoyenne à cause de la crise économique, mais il faut qu'on propose des avancées sur d'autres domaines. Le parti, lui, a proposé l'idée d'un chèque alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles pourraient être les avancées sur d'autres domaines ? Pourquoi pas ? Après, on peut créer des chèques, on a déjà le chèque énergie, on a déjà des aides au logement, pourquoi pas avoir des aides qui soient à ce moment-là ciblées, c'est-à-dire où on dit clairement c'est pour acheter des produits alimentaires de qualité, produits en France ou produits régionalement d'ailleurs. Voilà. Après, ce qui compte, c'est quand même les transformations que l'on réussit à conduire dans la durée sur le secteur agricole. Là aussi, si vous écoutez Europe Écologie Les Verts, l'agriculture française, c'est la pire du monde. C'est l'agriculture la plus polluante, c'est la plus mauvaise nourriture. Quand vous allez partout dans le reste du monde, on vous dit que la meilleure agriculture au monde, c'est l'agriculture française. Les agriculteurs français font des efforts en permanence. L'agriculture française et européenne, c'est l'histoire d'une transformation permanente. Autrefois, pour produire plus, c'était vraiment ça l'objectif, toujours produire plus. Aujourd'hui, c'est toujours produire, parce que derrière, c'est l'activité économique et c'est le revenu, mais avec une plus grande qualité, en réduisant l'utilisation des pesticides, en réduisant aussi d'ailleurs l'impact carbone de l'agriculture, et ainsi de suite, en remettant de la biodiversité grâce aux haies, etc. Ça, c'est ça qu'il faut encourager dans la durée, parce que c'est ça qui produit des résultats. Ce qui compte, c'est les résultats. Un dernier mot sur cette question d'écologie. L'État a été condamné récemment pour inaction climatique. Est-ce qu'en tant qu'ancien ministre de la Transition écologique, vous sentez une part de responsabilité dans cette condamnation ? Mais c'est surtout que, je l'avais dit à l'époque, je le répète aujourd'hui, ce n'est pas dans les tribunaux qu'on baissera les gaz à effet de serre. Ça fait de l'agitation médiatique. Tant mieux pour ceux qui l'ont fait. Ils ont l'impression d'avoir eu une victoire. Et après ? C'est le tribunal qui va dire « Ah voilà, quelle est la politique que vous devez mener pour baisser les émissions de gaz à effet de serre ?» Non, ce serait bien que les associations, elles, fassent des propositions concrètes, pas des symboles ou pas des chiffres complètement truqués. Quand je vois que des gens disent « Ah, si on réglemente la publicité dans tel domaine, on fera baisser les gaz à effet de serre. » Ils sont même capables de donner un chiffre en millions de tonnes de CO2 par an. C'est complètement ridicule, tout le monde sait très bien, tout ça c'est de l'agitation médiatique. Non, en revanche, quand on a, nous, porter le choix, par exemple, de la taxe carbone, de la transformation du chauffage, par exemple. Dire, voilà, dans toutes les maisons et les immeubles de France, on veut supprimer le chauffage au fioul. Progressivement, mais on veut le faire. Là, les associations ou Europe Écologie Les Verts, vous savez, quand je me suis retourné, j'ai vu personne. Personne. Non, parce qu'on est dans l'agitation médiatique, on est dans toujours la protestation, la condamnation, l'opposition, la dénonciation. Ah oui, voilà, on va dénoncer devant un tribunal, mais qu'est-ce qu'on va proposer et mettre en œuvre ? Qu'est-ce qu'il y a comme réalisation ? Ça, c'est nous qui l'avons fait. Parce qu'encore une fois, quand on ferme les centrales à charbon, quand on enclenche la transformation de l'automobile pour avoir des voitures électriques ou des voitures hybrides électriques rechargeables, là, on a des résultats durables pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. On va parler de la loi séparatisme, de la loi confortant les principes républicains. Je le disais, vous êtes le président de la commission spéciale à l'Assemblée. Depuis 10 jours, elle est examinée en séance. Avant, il y a eu 55 heures, je crois, de débats en commission. Oui. Après tout ce travail, comment vous qualifiez aujourd'hui les débats sur ce texte, la teneur des débats ? Je note que les débats sont plutôt apaisés. Bien sûr, il y a des divergences, c'est normal, elles s'expriment. Je tiens à dire d'ailleurs à celles et ceux qui nous regardent que toutes les opinions s'expriment à l'Assemblée nationale. Et c'est très bien ainsi, c'est la fonction de l'Assemblée nationale, mais vraiment, très grande diversité d'opinions sur ces sujets qui touchent à la laïcité notamment, ou à l'organisation des cultes, ou aux associations, à la vie associative. Mais nous avons un débat respectueux, apaisé. On nous avait promis que l'Assemblée allait s'enflammer, que la majorité allait se diviser, voire se fracturer. Or, en réalité, nous avons des débats apaisés qui permettent d'envisager plutôt un rassemblement large autour de ce texte. Je souhaite d'ailleurs que le rassemblement soit large, au-delà de la majorité. Moi, je trouverais ça très bien que des hommes et des femmes de gauche ou de droite puissent voter ce texte dans un esprit justement de rassemblement autour des principes de la République. C'est le titre exact, respect des principes de la République. Et je trouve ça très bien d'ailleurs que ce soit ce titre qui justement est un titre rassembleur. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, on a besoin de réaffirmer
les principes de la République et de mieux veiller à leur respect. C'est l'objet de cette loi. Alors justement, les Républicains critiquent une impasse qui aurait été faite selon eux dans ce texte, qui est le thème de l'immigration. Pourquoi ne pas l'avoir inclus au texte ? Parce que c'est pas un texte sur l'immigration. Alors, on en a déjà fait. Dès le début du mandat. C'était Gérard Collomb qui était ministre de l'Intérieur et l'Assemblée nationale, le Sénat y a travaillé aussi, l'Assemblée nationale a voté un texte sur l'immigration. Et c'est normal, d'ailleurs, vous savez, on est obligé de voter régulièrement des textes et des mesures sur l'immigration parce que l'immigration prend tout le temps des formes nouvelles. Là aussi, c'est quand même un vrai débat entre une partie de la gauche, des Verts totalement irresponsables sur l'immigration, qui veulent jamais maîtriser rien du tout en matière d'immigration. Nous assumons qu'il faut maîtriser, mais en revanche, on ne remet pas l'immigration dans tous les textes que l'on fait. Alors on a pris une mesure d'ailleurs, dans le texte, il y a une disposition pour évidemment refuser les titres de séjour, par exemple, aux personnes polygames. Nous avons eu un débat, d'ailleurs très intéressant, sur on condamne les personnes polygames, mais est-ce qu'il ne faut pas protéger les femmes qui parfois sont victimes de maris polygames ? Voilà, donc nous avons pris des mesures bien cadrées sur le sujet, mais ce n'était pas un texte sur l'immigration, ce n'est pas un texte non plus antiterroriste. Là aussi, nous avons fait des textes et nous continuerons à prendre des mesures antiterroristes. C'est un texte sur le respect des principes de la République. On va peut-être parler de quelques articles, on ne pourra pas tous les balayer, ils sont nombreux. Peut-être l'article 21 sur l'instruction à domicile, Christelle ? Oui, donc une autorisation sera désormais. On pourrait commencer par l'article 1, parce que l'article 1, que nous avons déjà examiné, c'est l'article sur on étend à tous les services publics, y compris par exemple les transports assurés par des sociétés privées et des agents privés, la neutralité du service public, la laïcité, le refus des signes religieux ostensibles pour tous les agents du service public. L'article 6 sur les associations qui oblige à signer un contrat d'engagement républicain pour toutes les associations qui vont évidemment s'engager à respecter les principes de la République. Justement. Et si ce n'est pas le cas, on pourra réclamer le remboursement des subventions. Concernant l'article 1, aujourd'hui, une partie de la majorité dit « Ok, ce texte est un peu passé sous les radars de l'opinion publique à cause de la crise sanitaire. Il faut donc qu'il s'applique très rapidement pour qu'on en voit les effets. » Comment, très rapidement, par exemple, on met en place cet article 1 ? Déjà, moi je souhaite, nous sommes ici sur Public Sénat, que nous puissions trouver un accord avec le Sénat, avec la majorité du Sénat. Je crois que c'est possible. C'est souhaitable et c'est possible. Évidemment, il faudra que les uns et les autres trouvent les bons compromis, mais si on pouvait rassembler la majorité de l'Assemblée et la majorité du Sénat autour de ce texte, ce serait une très bonne chose. Je trouve que ce serait un bon signe sur justement notre volonté partagée de défendre la République, l'application des principes de la République partout en France, dans chaque sujet. Et puis ensuite, ça permettrait une application plus rapide, évidemment, puisque si on a un accord entre l'Assemblée et le Sénat, on peut voter le texte plus rapidement. Vous ne dites pas que le Sénat, majorité de droite, va faire de ce texte un texte politique ? Je crois que... Alors d'abord, qu'est-ce que vous appelez un texte politique ? Parce que c'est un texte politique, bien sûr, mais je vois bien ce que vous voulez dire. Un sujet d'opposition politique entre la majorité, l'opposition de droite, mais aussi peut-être de gauche, puisque au Sénat, c'est les oppositions de gauche et de droite qui sont très, très majoritairement représentées. Mais non, ce que je crois, c'est que le Sénat a souvent eu, par le passé, une capacité justement à s'engager sur les principes de la République, sur des réformes ou sur des lois qui engagent la société sur une voie républicaine, résolument républicaine. Je crois que le président du Sénat, d'ailleurs, s'est souvent exprimé dans ce sens et je salue son engagement en la matière. Donc je souhaite que cela permette de déboucher. Je ne suis pas devin, donc c'est pas moi qui vais dire ça va se faire comme ça, mais je le souhaite. Et donc ça veut dire qu'il faut y travailler. Une dernière question peut-être sur les régionales, Christelle ? Oui, vous avez beaucoup parlé d'Europe Écologie Les Verts durant cette émission. Vous allez peut-être être candidat lors des régionales. Vous n'avez rien annoncé encore, mais vous pouvez peut-être nous annoncer ce matin. Non, j'ai dit chaque chose en son temps. Là, nous sommes évidemment sur le projet de loi sur le respect des principes de la République à l'Assemblée. La crise sanitaire fait que je crois que les Français n'ont pas tellement la tête au régional et donc nous ferons les choses en son temps. Alors vous allez peut-être affronter Mathieu Orphelin, qui est un proche de Nicolas Hulot. Est-ce que vous allez faire de cette campagne la campagne de l'écologie amie des entreprises contre l'écologie punitive, un peu les marcheurs contre les Amish ? Est-ce que ça va être ça la tonalité ? C'est votre formule, je ne la reprends pas. Mais surtout sur l'écologie, parce qu'il y a bien d'autres sujets, sur l'économie, sur le développement économique, sur la formation, sur les transports. Ça, ce sont les compétences des régions. Je pense que la majorité a des choses à dire, peut proposer aux Français que les régions travaillent main dans la main avec l'État pour faire face à la crise, notamment pour enclencher plus fortement la relance économique. On verra qui est au rendez-vous de la relance économique, parce que c'est vrai que moi, je le vois sur mon territoire, mais je crois que c'est partout en France la même chose. Europe Écologie Les Verts, c'est un peu les anti-tout.
anti tout projet de développement et ils sont systématiquement contre, c'est un réflexe. Bon, et puis par ailleurs, moi je développe une écologie qui soit fondée sur la science, l'analyse scientifique des problèmes, les solutions fondées sur la science, l'innovation technologique, qui ensuite donne lieu à des développements économiques avec les entreprises. Et je crois en effet que ça fait une grosse différence avec ceux qui, au contraire, ont en fait comme projet la décroissance et qui donc refusent systématiquement et les innovations technologiques et les développements économiques qui vont avec. Et merci beaucoup. Merci Françoise Bégy d'être venue nous voir ce matin. Bonne journée à vous. Christelle, on regarde la une de La Dépêche avant de se quitter. C'est Roland, 88 ans, victime de squatter, qui est à la une de votre journal. Merci Christelle. Merci Françoise Bégy. Merci. On passe au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Et avec nous aujourd'hui pour ce club, dans quelques instants, Benjamin Morel et Bruno Cotresse. On parlera avec eux de la question des violences sexuelles. Éric Dupond-Moretti et Adrien Taquet se sont dit hier favorables à la criminalisation de tout acte de pénétration sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, alors que plusieurs textes sont examinés actuellement au Parlement. On parlera également de la loi climat présentée ce matin au Conseil des ministres. Elle est la traduction législative des travaux de la Convention citoyenne. La politique écologique du gouvernement est-elle à la hauteur ? On en débattra. On posera également cette question à Olivier Richefou. Il est le président du département de la Mayenne. Il sera notre premier invité. Dans quelques secondes, il nous dira quel rôle peuvent avoir les élus locaux en matière d'écologie. On suivra bien sûr, comme tous les jours, l'actualité dans nos régions. On sera à Perpignan avec Pierre Matisse de l'Indépendant. Il reviendra sur la réouverture des musées voulue par le maire Louis Alliot. Mais nous commençons comme tous les jours par notre reportage à votre rencontre. On passe la semaine en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, un actif sur 5 travaille à Genève, en Suisse. Les travailleurs frontaliers ont été fortement touchés par la crise sanitaire, mais vous allez le voir, plusieurs dispositifs leur permettent aujourd'hui de continuer leur activité plus sereinement.